Nous suivons avec attention les débats sur la constitution d'une constitution par le peuple, pour le peuple. Et on s'échine à dire depuis des années que le principal problème se situe dans le système de vote. Tant que le système de vote ne sera pas fiable, il n'y aura aucun espoir d'avancer concrètement. De plus, l'accès au questionnement sur la Constitution ne peut se faire que dans le cadre légal avec une certitude de réussite. Et pour ça, il faut au préalable avoir un ancrage dans le système politique et donc avoir voté pour quelqu'un qui acceptera cette idée. Ce qui nous met logiquement face à un paradoxe, puisque sans un système de vote qui soit fiable, il n'y a aucune chance que se présente volontairement et spontanément un candidat enclin à faire voter quelque chose qui va le licencier. Et c'est bien là la raison pour laquelle la question des systèmes de vote est sans cesse éludée, justement. Il faut aller contre cette inertie qui consiste à reléguer cette question à une chose incongrue ou inconnue. Alors expliquons. Il est extrêmement profitable de l'expliquer, ou du moins d'en expliquer les fondements à la fois mathématiques et surtout ontologiques. Il n'existe que deux choses dans l'univers, ce qui est matériel et ce qui est immatériel, c'est-à-dire au fond ce qui est objectif et ce qui est subjectif. Un vote consiste à convertir des opinions, ce qui est une chose immatérielle et intangible, en un résultat qui est chiffré et objectif. Et ça, c'est une opération qui est délicate. Il est néanmoins possible de démontrer si un système d'évaluation des opinions est fiable ou non. C'est idiot, mais pour ça il faut un autre système mathématique. Et c'est ce même système mathématique qu'il est question d'utiliser directement, de façon abstraite. On peut s'en rendre compte quand on voit devenir président une personne élue avec 20% des voix, qui eux-mêmes étaient dépités d'avoir à choisir entre la peste et le choléra. C'est-à-dire que leurs voix ne sont pas franches et sincères, mais extorquées. Et donc, ceci nous fait dire que la question est d'une urgence brûlante. Les deux systèmes de vote fiables sont le scrutin de Condorcet et le vote par jugement majoritaire. Le premier est plus fiable pour ce qui est de déterminer les secondes et troisièmes positions ou départager les ex-aequo. Le second a l'avantage de faire en sorte que si aucun candidat n'a atteint le jugement majoritaire, il n'y a aucun élu. Et il faut recommencer le vote avec d'autres candidats. Ceci donne une voie de sortie au cas où aucun candidat ne conviendrait, ce qui correspond à donner une suite au vote blanc. Le vote blanc est un droit car il représente une opinion. Les scrutins, s'ils étaient laborieux et complexes à mettre en place, au point qu'on a voulu n'en faire qu'un ou deux par décennie, peuvent aujourd'hui se jouer instantanément via une app dédiée. Au jour le jour et de façon continue. Ceci change complètement la donne et dans cette mesure, la volonté de rendre au peuple son pouvoir de décision ou de revendication pour n'importe quelle loi ou décret est parfaitement réalisable. Les mauvais systèmes de vote ont des séquelles. Nous, en passant, nous préconisons de refuser le trucage des votes, ça c'est compréhensible, et de laisser la possibilité à n'importe qui d'en vérifier le résultat via une publication en open data. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la façon la plus radicale et la plus infalsifiable de faire un vote est encore de lever le secret du vote, afin que chacun vérifie ce qu'il a voté. Et en fait, cette histoire de secret du vote est comme celle du choix du système de vote. C'est un tabou qui arrange bien les affaires des personnes qui s'accrochent au pouvoir toute leur vie. L'argument est d'éviter de se faire harceler, mais il y a quand même déjà des lois contre ça. Ok, on peut très bien ne pas être fier de son vote, et aussi on peut vouloir ne pas avoir à s'en justifier. Ceci est un droit élémentaire. Il est probable que cette idée de lever le secret du vote soit nocive au moment de l'embauche par exemple, ou en tout cas de la façon dont les groupes sociaux se forment en s'informant sur les votes des gens. La question est-ce que la mentalité est prête à ne pas discriminer les gens en fonction de leur bord politique? Non, certainement pas. Mais justement, cet écueil ne pourra être dépassé que si on ose franchir le pas et instaurer un esprit de paix. Parce que précisément, ce sont les politiciens qui créent les divisions à escient afin de polariser les votes, afin d'être élus, afin de satisfaire au dysfonctionnement du système de vote
qui oblige à créer des camps radicalement adverses et oblige les votants à se rabattre sur le vote utile. Personne n'ose dire ce qu'il a voté quand il a été contraint à voter, d'où l'intérêt du secret du vote. Mais si on n'est pas contraint à voter et si on est fier de ce qu'on fait, le secret du vote ne sert plus à rien. C'est le système de vote qui est la cause de ces dysfonctionnements et de ces tensions sociales. Et non ces tensions qui doivent servir d'argument pour éviter de choisir de lever le secret du vote afin d'éradiquer complètement cette volonté de fraude. Maintenant, les scrutins continus ont énormément d'avantages. Et ça, c'est le contrepoids, la récompense d'avoir réussi à vaincre cette contradiction. Sans les problèmes de fiabilité du vote, il y a énormément de nouveaux usages qui peuvent être faits avec des scrutins continus. La première remarque en tant qu'ingénieur n'est peut-être pas la plus évidente, mais nous elle nous semble importante. Un système de vote fiable, c'est avant tout le moteur d'un logiciel de décision rationnelle. Ce logiciel pourrait très bien intégrer des composantes déterministes telles que la satisfaction des besoins, qui ne relèvent pas des opinions mais de simples faits concrets de la réalité physique, qui viendraient participer aux décisions et aux choix. Du moins, un tel contrôleur permettrait de vérifier la validité des choix politiques. Mais le plus important sont les usages qu'on peut faire d'un scrutin continu. Il ne s'agit plus de voter pour un maître qui va faire tout ce qui lui plaît pendant 10 ans sans avoir de compte à rendre à personne et en servant les intérêts d'une très petite minorité d'ultra riches. On sait déjà ce que ça a donné, on a vu le résultat. Il s'agit d'intervenir à toutes les étapes de la législation afin de pouvoir s'opposer à des décisions qui sont regrettables ou d'évincer immédiatement des représentants dès que le premier doute survient à propos de leur intégrité. Dès la première faute, dès le premier mensonge, hop, dehors. À ce moment-là, on pourrait imaginer une commission devant laquelle il aurait à se justifier de ses actes ou de ses propos et le peuple aurait à décider de son sort immédiatement. Les mensonges ne devraient jamais être tolérés, ni encore moins les faussetés que les gens prennent pour de la réalité. Pour constituer un vote, il peut très bien y avoir plusieurs sous-votes qui passent en revue un certain nombre de points, les évaluent leur importance relative sur la décision finale et produisent ce qu'on appelle une décision rationnelle. C'est-à-dire que ce sont les arguments en faveur ou en défaveur du vote qui sont votés, et ceci après avoir été discutés et débattus, en donnant des points aux arguments. On peut mettre en place une vraie machine à décision rationnelle. De même, la question du vote peut être divisée en plusieurs étapes qui consistent à choisir d'abord la question, puis ensuite les réponses possibles qui sont les réponses candidates, et enfin de choisir la solution. 3 votes successifs, et non pas une réponse à une question arbitraire, avec des solutions préétablies, parce que ça, ce n'est pas de la liberté, c'est du chantage. La question revient au final sur la fiabilité du jugement, puisque le système de vote est fait pour le retranscrire fidèlement. Les systèmes de vote alternatifs ont cet avantage de permettre une plus grande variété d'opinions et de faire que si le votant reste fidèle à ses principes et à ses préférences, il n'a pas à jouer d'une stratégie où tout le monde est perdant. S'il estime que les choix proposés sont insuffisants ou mauvais, il est certain que sa voix sera entendue, en tout cas au prorata du nombre de votants. De même, les votants peuvent être triés sur le volet, ou eux-mêmes issus d'autres scrutins. Enfin, les élections nationales peuvent très bien se jouer comme au football, en quart de finale, demi-finale, finale, avec des votations locales, régionales, nationales. Dans un autre ordre d'idées, il serait possible de ne pas voter pour des candidats, mais pour des idées, et d'élire ensuite le candidat dont le programme sera le plus proche de celui qui a été voté, tout en gardant sur son action un contrôle démocratique. Bref, il y a énormément de possibilités qui s'ouvrent à l'idée du vote continu. Et ceci n'est rendu possible qu'avec la certitude que les jugements sont retranscrits fidèlement en valeurs objectives. Donc, en conclusion, comme nous le disions, après ça, il ne reste qu'à s'en prendre au jugement du peuple, à sa finesse d'analyse, à sa perspicacité et à son aptitude à comprendre les enjeux. Dans un système de vote très approximatif comme celui qui est actuel, ces questions restent dans l'ombre puisque les résultats sont eux aussi très approximatifs et les candidats sont encore plus ambigus.
Bref, on n'a de contrôle sur rien. Mais avec un système de vote fiable vient également une nécessité de la fiabilité du jugement des votants. Si le système est vraiment fiable, une personne qui ne se pense pas en mesure de pouvoir choisir peut très bien refuser de voter en ayant confiance dans le fait que ceux qui votent le font en sachant ce qu'ils font. Et là, le paradigme est renversé. Ce n'est plus la quantité qui fait la légitimité d'une élection, mais sa qualité. En d'autres termes, les systèmes de vote qualitatifs s'opposent au système de vote quantitatif, en permettant d'avoir un bien plus grand contrôle sur la direction prise collectivement et consciemment par les habitants d'un pays.